l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 7 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans un instant, le débat du jour, faut-il supprimer le challenge européen? Carrément. Pour en parler, Valérie Lefort, Fred Vernat et Jean-François Nounier, journalistes au service des sports de la montagne. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial. Salut Martial. Alors que Jeff est en train de consulter les dernières statistiques. Et puis un invité, Eric Battaglia, supporter de l'ASM depuis plus de 30 ans. Eric, bienvenue. Merci, bonjour. Après le débat, nous écouterons vos tops et vos flops, très important. J'imagine que le flop de Valérie nous emmènera dans le sud. Bref, j'en dis pas plus. Et nous terminerons avec le quiz. Mais pour commencer, les 3 infos essentielles ou pas. La première, c'est la non-sélection en équipe de France d'Aliverity Raka, l'ailier fidjien de l'ASM. Mais au fond, est-ce vraiment une surprise? Interrogé à l'issue de la rencontre de samedi, Franck Azema, l'entraîneur clermontois, a déclaré qu'il fallait qu'il continue à travailler et à s'améliorer pour répondre aux attentes du sélectionneur. Or, Valérie, on sait que c'est pour une histoire de passeport que Raka n'a pas été retenu. Oui, mais j'allais dire c'est presque accessoire, même si c'est la volonté aujourd'hui de la fédération que les joueurs aient un passeport et c'est très bien ainsi. Mais franchement, sportivement, il n'est pas au niveau. Passeport français. Un passeport français, on s'entend bien. Mais il n'est pas au niveau sportivement. Voilà, il a joué un match complet depuis le mois de décembre 2017. Alors, si ce sport veut être un peu sérieux, voilà, on ne prend pas un garçon qui reprend comme ça. Il a fait un match en début de saison. Il faut qu'il joue. Alors c'est vrai que le timing n'est pas bon par rapport au test de novembre. Comme il s'était blessé avant, qu'il n'avait pas pu faire le tournoi. Mais comme il ça. sera en forme dans 15 jours, 3 semaines. Ouais, mais même c'est peut-être un peu tôt. Donc s'il a ses papiers, moi je trouve ça logique. Et voilà, ça répond aussi, pour le coup, sur ce qu'on a vu samedi, à une vraie logique sportive. Donc peut-être qu'il sera opérationnel pour le tournoi, ce sera très bien. Je me permets juste un petit commentaire. La vraie anomalie sur la liste, c'est plutôt que Rabat Slimani. C'est l'absence de Slimani. Oui, je trouve. Alors, sur ce que Slimani a montré depuis le début de saison, d'accord. Mais d'un autre côté, si on n'essaye pas des joueurs à fort potentiel comme Bamba, qui a priori semble l'avoir, c'est le moment. Qui joue en Pro D2, vous le précisez. Il y en a eu d'autres avant, c'est pas une première. Il y a eu d'autres joueurs qui ont joué en Pro D2, qui ont percé après. Donc voilà, il va l'essayer. Il n'y a pas une croix et une cible dans le dos de Rabat Slimani, même si je pense qu'aujourd'hui, avec le rugby actuel, il faudrait peut-être qu'il participe un peu plus au jeu. Il est dans un club où il peut le faire, donc on lui demande aussi en équipe de France. C'est peut-être aussi une façon de le piquer, mais bon, on sait que le joueur sera là et il répondra présent. Alors la deuxième info, elle concerne également l'équipe de France. J'ai lu ça dans la montagne de ce lundi 22 octobre. Les 7 Clermontois qui ont été retenus pour la tournée d'automne ne pourront pas jouer en top 14. Le match prévu le 3 novembre à Grenoble, un match qui est donc prévu une semaine avant le match du 15 de France face à l'Afrique du Sud. C'est la conséquence d'un accord entre les clubs et l'équipe de France. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un faux doublon. Mais piège à con. Donc ça fait beaucoup quand même. Oui, on sait bien. Voilà. Ça fait partie des joyeusetés du rugby. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un turnover de fait sur ce déplacement à Grenoble, qui est peut-être pas le déplacement le plus compliqué à gérer pour les hommes de Après, ça dépendra du résultat contre Castres. La troisième info, elle concerne Alexandre Lapendry. Le troisième ligne de l'ASM s'est blessé à la main lors du match face à Timișoara. On parle d'une fracture d'un doigt, une blessure qui pourrait l'écarter des terrains pendant près de 2 mois. Arthur Iturien n'a pas fini de jouer en troisième ligne. Oui, et puis c'est aussi petite éclaircie peut-être pour Damien Chouli aussi. On sait bien qu'au rugby, il avait raison. Damien Chouli nous avait donné une interview samedi. Une saison, c'est long, et des fois, le malheur des uns, etc. etc. Oui, il expliquait qu'il voulait donner des mots de tête au coach de l'ASM. Vous écoutez Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, et c'est maintenant l'heure du débat et la question volontairement provocatrice: faut-il supprimer le challenge européen? Alors quand on voit le spectacle qui nous a été offert samedi sur la pelouse du Michelin, on peut légitimement se poser la question. Allez Jeff, c'est à toi d'ouvrir les hostilités, excuse-moi de te réveiller. Pour ou contre la suppression du challenge européen? Moi, je suis contre. Moi, je suis un Européen convaincu. Je vous le dis tout de suite. Et alors, certes, ça a fait 70-12, je crois, face au pauvre Romain de Timișoara. Ouais. J'avais pronostiqué 65-12. Ils ont inscrit un essai de plus que ce que j'envisageais. Mais non, il faut surtout pas supprimer le challenge européen. Alors, Après, il faut certainement remodeler ces 2 Coupes d'Europe, en effet. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais hors de question de supprimer le challenge européen.
Je vois pas l'intérêt. C'est quand même un formidable laboratoire d'émergence de jeunes talents. On peut donner du temps de jeu à des éléments qui en ont un, et on l'a vu samedi pour la SM, hein, parce que Tuikuvu, il va pas faire 15 ou 20 feuilles de match dans la saison. Hein. C'est peut-être intéressant de le juger dans un contexte européen face à une opposition raisonnée et raisonnable. D'accord, mais tu vas pas me dire que les jeunes joueurs ont appris de ce match, quoi. Mais si, monsieur. Pour moi, si. Ils ont appris des choses. J'en suis pas persuadé non plus. Sur ce match. Il leur faut du temps de jeu. Eric ? Il leur faut du temps de jeu aux jeunes. Hein. Oui, mais affronter une équipe qui vaut quoi de la Fédérale 1, je suis pas sûr. Pour moi, c'est du haut niveau Fédérale 1, à mon avis, je pense. Au-delà de ça, c'est toujours supérieur au championnat de France Espoir. Admettons, mais il y a un vrai problème philosophique, je trouve, c'est de se servir d'une compétition européenne qui est censée être quelque part une vitrine du jeu, du jeu sur le continent, même si c'est la petite Coupe d'Europe, c'est censé avoir un niveau quand même assez conséquent, supérieur à ce qu'on peut trouver au niveau national. C'est un petit peu gênant qu'on parle de laboratoire. Valérie, toi, tu es plutôt partisan de... Non, moi je suis sur la ligne de Jean-François, qui a presque tout dit, c'est très bien. Merci, au revoir. Faire un café après. Non, mais en plus, je pense qu'il faut retourner le sablier. C'est la valeur pédagogique de la chose. On ne le voit pas sur ce match ici, parce que c'était un match... Il y a trop d'écart, quoi. Oui, non, mais c'est un match gigot-haricot pour nous ici, pour les gens d'ici, pour les joueurs de l'ASM. Mais il faut retourner le sablier et voir ce que... Quand l'équipe de l'ASM va aller jouer à Timișoara, là ça va être, même si c'est une ville qui a à peu près de l'importance de Clermont, un peu plus grande même, mais ça va être la fête. 300 000 oui, voilà, ça va être la fête au village. Donc un gamin qui s'intéresse au rugby, pour lui, les joueurs de Clermont en Europe, ça représente vraiment quelque chose. Et puis on en parlait dans le billet de la montagne ce matin, on ne peut pas laisser tomber ces petits pays. Le rugby, déjà, il vit sur une petite planète sportive. Ça concerne les 20-25 pays dans le monde, 30 pays. Il y en a qui essayent de percer aujourd'hui, comme l'Allemagne, peut-être le Kenya ou des choses comme ça, l'Uruguay qui a du mal. Là, il y a quelques pays qui peuvent essayer de sortir en Europe si on les aide pas, si on les lâche. Est-ce que c'est les aider de prendre des doudounes tous les week-ends Non, parce que j'entends bien ton argument, mais sur un point purement sportif, je vois même pas l'intérêt pour les Roumains eux aussi non, mais on se posait pas la question pour le foot il y a 10 ans avant la réforme de la Ligue des Champions. On a fait une réforme parce qu'il fallait faire du pognon et que les grands clubs se rencontrent toujours directement. Mais quand le Real de Madrid allait jouer, pourquoi c'est pas pareil? Quand le Real de Madrid allait jouer à Tirana ou quand l'AS Saint-Étienne de la grande époque allait faire un match au fin fond de la Pologne, je sais pas où, c'était intéressant. On voit pas des 8-0 parce que c'est ça en fait. On voit pas des 8-0. On n'en voit plus. Chaque semaine. On en voyait en Coupe d'Europe il y a 10 ans. On en voyait. Donc tu veux dire qu'il faut attendre pour que les petits clubs commencent ce qu'il faut, c'est à monter leur niveau. Je pense que ce qui est le plus intéressant, ce serait de la remodeler. En fait, l'ASM, effectivement, elle n'a rien à faire dans cette compétition. C'est ça, l'anomalie, elle est là. Oui, c'est vrai que ce club est surdimensionné par rapport à cette Coupe d'Europe. Voilà. Après, il faut aussi le remodeler dans le sens où, par exemple, tous les clubs qui jouent pas la grande Coupe d'Europe jouent cette petite Coupe d'Europe. Il faut peut-être revoir ce format-là. Et puis surtout, les deux clubs qui montent de Pro D2, Grenoble et Perpignan, n'ont rien à faire là. Ils n'ont qu'une chose à penser. C'est un problème. Ils n'ont qu'une chose à penser, eux. Il n'y a qu'une chose qui les obsède, c'est de se maintenir en top 14. Normalement, la Coupe d'Europe, c'est une finalité, mais pour eux, c'est accessoire. Ça vient encombrer un peu plus le calendrier, ça vient user un peu plus les organismes. Et ces équipes-là, elles n'ont pas les effectifs surdimensionnés comme les grosses écuries de top 14, il faut bien le reconnaître. Oui. Et elles ne sont pas là pour aller, que ce soit en Italie, au Portugal ou même en Angleterre. Hein. C'est très intéressant sportivement. Et tu cites les promus, il n'y a pas que les promus. Hein. Je pense à un club parisien bien classé en top 14 actuellement qui joue en rose. Je pense que vous voyez de qui donc le Stade français qui a un peu traité quand même cette Coupe d'Europe par-dessus qui a joué 2 matchs et qui compte 2 défaites. Qui a fait preuve, je pense, de suffisance sur le premier. Ils ont été surpris, mais c'était pas l'objectif annoncé en tout cas. Oui, entre ce qui est annoncé ce qui se fait avant les matchs. Mais c'est vrai, Fred, tu disais ce qui est quand même aberrant, c'est qu'en fait les 14 clubs du top 14 disputent une Coupe d'Europe. Voilà, ça doit être une élite quelque part qui a accès à la Coupe d'Europe, que ce soit la grande ou la petite, même la petite. Pourquoi pas garder une petite Coupe d'Europe? Donc aménagement oui, éradication non. Alors on va poser la question peut-être à Eric, aux supporters. Tu étais samedi dans les tribunes du Michelin pour assister à cette parodie de rugby. T'en as pensé quoi? Après, nous, bien sûr, ça nous fait un match de plus à voir. Parce que si on supprime la petite Coupe d'Europe, c'est vrai que ça va être triste. Hein. Du coup, ça donne, moi je trouve, du temps de jeu aux jeunes. Surtout, on a vu l'année dernière, l'ASM, on a eu plus de 20 blessés dans la saison. Heureusement qu'il y avait les jeunes pour jouer. Ça leur a fait du bien en plus, en top 14. Même si on ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe,
ils ont joué, ils ont maintenu le club en top 14, donc je pense que c'est très important. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que tu as pris du plaisir à regarder ce qui est, du plaisir, ce qui s'est passé sur la pelouse? Nous, après, on a quand même tapé sur les tambours, hein, on a pris du plaisir. Y a pas de souci, vous avez fait le job. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la grande Coupe d'Europe, bien sûr, c'est pas les matchs comme on a pu voir Toulouse, le Leicester, hier. Donc du coup, je pense pour les Roumains, c'est une bonne expérience. Moi, je crois que ça les aide pas en plus, les Roumains, honnêtement. Enfin, moi, si je veux progresser, ça n'aide personne en fait. Je vais grossir un peu le trait, mais si je veux progresser au tennis, je vais pas jouer Federer dans un grand chelem, quoi. Il faut aussi jouer à un moment. Et pourtant, peut-être pas ridicule. Pourtant, Roger m'en parlait encore hier. Si tu pourrais faire un GTST dans la montagne, c'est pas mal ça. Peut-être, pourquoi pas. Non, mais l'intérêt, c'est aussi de jouer des équipes qui sont à peu près du même niveau là. Il y a tellement d'exceptions. L'ASM n'a rien à faire là, c'est tout. Mais remettre en cause cette compétition, non, elle a toute sa place. Oui, j'ai bien dit que c'était une provocation, mais indigne, monsieur, indigne. On ne cesse de parler de calendrier surchargé. Est-ce que justement la solution, ce serait pas d'alléger le calendrier européen et effectivement ça changera rien. Il faut un minimum de matchs pour assurer des rentrées financières pour les clubs de toute façon. Oui, donc à la limite, après on est d'accord qu'il y a un intérêt financier. Le format. Ouais, mais étant donné que la Coupe d'Europe, ça doit être la vitrine, ça doit être l'élite, ça doit être the cherry on the cake. Et ben on prend les 4 premiers de la saison régulière en France. La cerise sur le gâteau. On dit. Et la cerise sur le gâteau. Et en roumain. Alors on prend les 4 premiers de la saison régulière de top 14 et les 4 pour la grande Coupe d'Europe et les 4 suivants pour faire la seconde Coupe d'Europe. Parce que quelque part, cette Coupe d'Europe, moi je suis d'accord avec toi, c'est l'école des fans. Il faut rentrer de l'argent dans les caisses. Et ça, les présidents ne vont pas être d'accord. Quand tu prends que les 4 premiers de top 14, et pareil avec la Ligue Celt, le championnat d'Angleterre, et tu n'auras que des matchs de très très haut niveau. Tu fais, au lieu d'avoir 6 poules de 4 aujourd'hui, tu fais 4 poules de 4. Voilà, alors ça éviterait un gros problème, un gros désavantage de cette formule quand même. Oui, mais comme la nature. L'histoire des meilleurs deuxièmes qui est une injustice. Comme la nature on se retrouve dans une vide. poule facile avec un Italien par exemple, ce meilleur deuxième a moins de mérite qu'une équipe qui se retrouve dans comme ça. Mais comme la nature a horreur du vide, vous vous retrouverez avec une 3e Coupe d'Europe. Et là, on y retrouvera les Roumains, les Russes, le Continental Shield, là, ce qu'ils organisent. Mais pourquoi pas garder ça à la limite? Moi, je suis pas contre. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, il faudrait pas copier la Ligue des Nations en foot? Alors, on n'y comprend rien, mais en gros, c'est un système de poules qui correspond à la relégation. On est en train d'y venir pour les équipes nationales. Oui, voilà. Avec la suppression des tournées, de juin et de novembre, et on remplacerait par l'équivalent d'une Ligue des Nations en rugby qui aurait lieu peut-être à partir de 2020. Donc le monsieur qui est à la manœuvre, c'est Augustin Pichot, vice-président de World Rugby, voilà, qui essaye de mettre ça en place. Et donc ça se ferait tous les ans, au mois de novembre, une fois dans l'hémisphère nord, une fois dans l'hémisphère sud. Et ça se ferait tous les ans, sauf les années de Coupe du Monde. De toute façon, en fait, le vrai problème, on tourne autour du pot, mais c'est quoi? C'est que le rugby est pratiqué, en tout cas au très haut niveau, par un nombre de pays réduit, au final. Et dans deux hémisphères différents. Parce que ce qui pose problème, c'est aussi l'harmonie du calendrier. Il y en a qui ne veulent pas jouer en hiver, d'autres qui ne veulent pas jouer seulement l'été. Voilà, c'est compliqué de faire un calendrier harmonieux. Alors on va peut-être y arriver sans rapprocher. C'est peut-être la solution avec cette Ligue des Nations. Même si sur le plan sportif, je ne suis pas sûr qu'on arrive à tenir les gens en haleine tous les ans avec, on verra. Un coup d'œil quand même sur les réseaux sociaux. Alors sur la page Facebook de Sport Auvergne, il y a Gilles qui écrit « Quelle drôle d'idée de vouloir supprimer cette compétition. Il suffit de regarder la liste des clubs figurant au palmarès pour se rendre compte que seuls les clubs français sous-estiment cette compétition. » Bien, Gilou, bien. Ouais, mais moi je ne suis pas complètement d'accord parce que le challenge européen qui a donc été créé en 1996, si je ne dis pas de bêtises. Remporté par l'ASM en 99. Et bien depuis sa création, j'ai noté que 7 clubs français ont remporté la compétition. C'est pas si mal. Bourgoin, Colomiers, la section paloise, Biarritz, Montpellier en 2016, le Stade français en 2017. C'est presque un avis de décès. Et puis l'ASM à 2 reprises en 1999 et 2007. Et à côté de ça, seuls 6 clubs anglais l'ont gagné, dont les Saints de Northampton, un club irlandais, le Leinster en 2013, et un gallois, Cardiff, qui est le tenant du titre, qui l'a gagné 2 fois, si je ne dis pas de bêtises. Et sur les 22 finales, eh bien, seuls 7 se sont joués sans un club français. Donc on ne peut pas dire que les Français
Non, d'accord, pas n'importe. Si, parce que ça veut dire qu'il y a toujours un ou deux clubs français qui le jouent, comme cette année, l'ASM et La Rochelle, qui semblent prêts à vouloir aller au bout. Oui, mais l'ASM, tout le monde la donne gagnante. Non, mais il y a toujours un ou deux clubs qui la jouent, c'est tout. Alors que les autres clubs ne la jouent vraiment pas. Voilà. C'est pour ça que ce sentiment se diffuse et il est pas faux. Il y en a aussi un qu'on aurait pu interroger, c'est le trésorier de l'ASM, là, à mon avis, sur ta question, Marcel, sur faut-il supprimer le challenge. Je pense que sa réponse est, à mon avis, assez claire. Il faut le garder absolument. Bien évidemment. Moi, c'est tout sauf négligeable, en tout cas en termes de rentrée financière pour le club. Il y avait plus de 16 000 spectateurs. Les commerces. Non, mais c'est vrai, absolument. Les bars, les restaurants, c'est important. Hein. Mais Eric, vous les supporters, vous allez suivre cette compétition jusqu'au bout. Vous êtes prêts à vous déplacer la finale, j'imagine que oui, qui est prévue à Newcastle, c'est ça ? Oui, on va voir, oui, mais bien sûr, on est prêt à aller jusqu'au bout, bien sûr, pour les suivre, pour aller gagner cette coupe. Mais alors après, il y a aussi la question de la volonté des clubs de jouer les compétitions, y compris la Coupe d'Europe. Moi, je repense à la réaction de Julien Puricelli, le deuxième ligne de Lyon. Ouais, après la défaite face à Cardiff, match à domicile, première journée de la Champions Cup. Et en gros, il dit, on aurait aimé donner une autre image de nous, mais voilà, on sort de la compétition juste après y être rentré. Première journée de Champions Cup. C'est la formule. C'est la formule qui veut ça, parce que d'autant plus deuxième journée où elle est le loup chez les Saracens. Alors pas ceux de Timișoara, les seuls, les vrais, les Saris, les Saris, les Sarbox, les Saribox comme on les appelle. Non, mais c'est normal. Une défaite à domicile dans ce format de Coupe d'Europe est éliminatoire. C'est un sprint. Voilà, il faut faire le plein à domicile, signer au moins une victoire à l'extérieur. Et prendre des bonus. Plus des bonus défensifs. Donc selon toi, il faut resserrer, mais même transformer le système. Alors, le système de poule, il faudrait le très légèrement. En fait, il faut passer de 20 clubs à 16, tout simplement. On aurait 4 poules de 4. Les deux premiers sont qualifiés. Au moins, on joue jusqu'au bout. Si Lyon avait gagné, il n'aurait pas dit ça. Donc, oui, bien sûr. Non, mais ce qui m'étonne, c'est le dire dès la première journée, quoi. Ouais. Mais en gros, on sent bien, même en écoutant l'entraîneur, ça m'échappe, Pierre Mignoni, il a l'air de dire, allez, c'est après, fini, on va apprendre. Il y a aussi l'habillage et les apparences, mais j'attends de voir si, pour revenir en parallèle avec le foot, si Manchester City, qui s'est fait taper chez lui par Lyon, va sortir de la poule. On verra aussi. Oui, mais là, Guardiola n'a pas dit que c'était terminé. Il y a encore des matchs à... Eric, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, après, Lyon, c'est la grande Coupe d'Europe, du coup, je pense que ça va être compliqué pour eux. Le top 14, ils visent quand même le top 6. Oui, donc du coup, c'est une expérience pour eux, mais je pense que oui, mais on a le sentiment aussi que les clubs français ont plus la culture du top 14 que la culture de la Coupe européenne. Cette année, si je ne dis pas de bêtises, à part le Racing, peu de clubs ont clairement affiché leurs ambitions. On sait que le Racing vise le titre européen. Mais ça n'empêche pas de faire de bons résultats, de bien travailler quand même. Confère Toulouse. Oui, mais le Brennus aura toujours plus de poids que la Coupe d'Europe, c'est clair et net. C'est un problème d'antériorité d'abord, un problème culturel aussi. D'accord. Il y a un problème culturel. La quête du bouquet de Brennus, la saison régulière, avec ses hauts et ses bas, et puis surtout les phases finales. Et puis le problème de cette Coupe d'Europe aussi, c'est qu'elle est diffusée sur des canaux qui ne sont pas visibles par tout le monde. Et alors surtout quand les matchs ne sont même pas diffusés, comme c'est le cas en ce qui concerne l'ASM depuis le début de cette compétition. Oui, les deux matchs on a quand même eu 2 matchs. Et puis on a quand même réussi à avoir quelques images. C'est peut-être pour ça qu'il y a 16 000 spectateurs. Exactement. C'est pas impossible. Et que les lives sont aussi bien suivis d'ailleurs aussi, on peut le dire. Mais les 22 supporters du Racing ont pu voir leur équipe, c'est bien. T'as le temps de les compter, toi. T'as le temps de les compter. 23 alors. On referme ce débat, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, vous allez tenter de deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Allez, on continue, on commence avec ton top, Valérie. Moi, je vais dire Toulouse. Voilà, ça m'a fait plaisir, j'ai regardé ce match à la télé hier. Impressionnant de retrouver le Toulouse d'il y a quelques années. Qui ne prend pas la Coupe d'Europe à la légère. Non, mais je ne suis pas sûr qu'ils la prenaient à la légère les dernières années, sauf qu'ils n'avaient pas forcément les joueurs, ils n'avaient pas le réservoir, il n'y avait pas la langue qu'il y a aujourd'hui. Il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui émergent. Hier, ils étaient sans Keno, sans pas mal de joueurs. Et ils ont fait un superbe match. Donc ils ont gagné à domicile face au Leinster. Dans la dernière défaite en Coupe d'Europe remontée à mai 2017 contre l'ASM à Lyon, en quart de finale. Donc c'est pas rien. Ils battent le champion en titre. Non, je trouve ça très bien. Jeff, ton top ? Mon top, moi, ça va
ça va pas être très français malheureusement. C'est l'essai de la victoire de Newcastle. Contre Montpellier. Contre Montpellier. Après 39 temps de jeu. Ouais. Alors 39 temps de jeu. Non, 29 c'est comme non 39 temps de jeu avec des arrêts de jeu et un temps additionnel monstrueux. Et je voudrais tirer un coup de chapeau à cette équipe de Newcastle qui n'est pas un cadre européen, il faut bien le reconnaître. Ils sont derniers, je crois, du championnat anglais, si je dis pas de bêtises. Deux victoires contre deux équipes françaises. J'avais gagné dans mon flop, justement, mais coup de chapeau à Newcastle, club formateur de Johnny Wilkinson, il faut bien le rappeler. Un Toulonnais. Un mec dont on entendra parler certainement, Valérie. Non, voilà, c'est mon top du week-end. Fred, ton top? J'ai été spoilé en fait, parce qu'on en a parlé depuis tout à l'heure. C'était le public du Michelin quand même, 16 110 spectateurs pour un match de challenge, une affiche, on va dire un peu en bois, faut être clair. Et sans roumain. Sans roumain, effectivement. Alors effectivement, la donnée sur la non-diffusion du match à la télé est peut-être essentielle en fait dans ce chiffre. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont venus aussi pour être sûrs de pouvoir voir ce qui se passait au Michelin. En tout cas, c'est remarquable. Il y a eu une ambiance, Eric, je pense, pourra le confirmer. Les tambours ont fonctionné. Voilà, les tambours ont fonctionné. Oui. Honnêtement, non, évidemment, c'était pas digne d'une ambiance de Champions Cup, c'est certain. Mais en tout cas, il y avait une vraie belle ambiance, comme un match de top 14. Je trouvais ça très agréable et surtout très surprenant. Les Roumains ne se sont pas plaints, en tout cas. Eric, ton top? Toulouse. Ah. Oui, Toulouse aussi, parce qu'ils ont fait un bon match quand même contre le champion sortant. Et avec quand même des absences à Toulouse. Ouais. Donc du coup... Et on va rappeler que Toulouse avait gagné la semaine d'avant à Bath. Oui. Tu peux le refaire? Oui, c'est bien. Avec un Médard en forme. Oui, effectivement. Il faut le signaler. Et éviter la défaite. Ton flop, Valérie? Toulon. Pour changer. Voilà. Non, c'est vrai que c'est compliqué pour le RCT. Les dommages Cola Zéro se diffusent comme les métastases. Ça devient difficile pour Toulon qui a pris cher. Ouais, ils ont pris cher à Édimbourg, ils en ont pris 40. Ça devient compliqué. Alors c'est vrai que Colazo avait laissé quelques joueurs en repos, notamment Guirado, et puis le pilier droit surtout, Van der Merwe. Donc voilà, ça devient très compliqué. Alors il semblerait que Boudjelal était parti à l'étranger hier. Peut-être en Afrique du Sud. Pour aller faire ses courses. Pour aller faire son marché. Mais bon, pour eux, le match clé de la saison, c'est celui qui arrive là ce week-end contre La Rochelle. Les Rochelais sont remontés comme des pendules. Il va falloir le regarder là. Celui-là, il va valoir des points. Celui-là va être intéressant. Parce que Toulon, malgré tout, la Coupe d'Europe, c'est mort, c'est fini. Mais en championnat, là, ils reçoivent 4 fois sur 5. Donc leur saison, elle démarre maintenant. Et là, ils sont obligés de faire le plein. Sinon, ça va être très compliqué. Ça risque de tanguer sur la rade. Enfin, Valérie, excuse-moi, mais c'est pas joli, l'acharnement thérapeutique. Jeff, ton flop? Ça ressemble un peu à celui de Valérie, mais je vais être beaucoup plus large. Moi, c'est les deux clubs français de cette poule 5 de Coupe d'Europe. Franchement, quand on lit la composition de départ, Newcastle, Édimbourg, Montpellier, Toulon, on se dit que ça va être un duel franco-français pour aller chercher la première place. Eh bien, pas du tout. On retrouve les deux Français, 3e et 4e, même si Montpellier s'en sort un tout petit peu mieux que Toulon. Les Montpelliérains qui avaient déjà signé une victoire en première journée et qui ont été prendre un bonus défensif à Newcastle, ils s'en sortent un tout petit peu mieux, mais bon, franchement, que ça soit Newcastle et Édimbourg, avec tout le respect qu'on a pour les Anglais et les Écossais, c'est pas quand même du top niveau européen, c'est pas les Saris, c'est pas le Leinster, c'est pas le Munster quand même, c'est pas des places fortes imprenables. Et même dans un contexte avec une opposition qui est pas non plus de premier ordre, on n'arrive pas du côté de Montpellier et de Toulon à se mettre au niveau en Coupe d'Europe. Voilà, tout simplement. Édimbourg demi-finaliste il y a 2 ans quand même. Il faudra suivre la double confrontation aller-retour entre les deux équipes. Là. Ça va être intéressant. Fred, ton flop? C'est un petit flop, c'est un flopiné, pourrait-on dire. Non, ça concerne Raqqa, le match de Raqqa. Le match de Raqqa samedi. On sait il revient de blessure, donc c'était pas normal qu'on le trouve pas au mieux de sa forme, évidemment. Mais c'est son état d'esprit. J'ai trouvé qu'il en a beaucoup trop fait. Il a voulu traverser le terrain. Il a pas été seul. À lui tout seul, ouais, mais j'ai pas trouvé que c'était la meilleure
le meilleur moyen en tout cas de retrouver les terrains et la compétition, et on l'a vu foncer tête baissée quelque part comme un poulet sans tête, et voilà, donc c'était mon flop sur son match, mais on est convaincu évidemment qu'il retrouvera très rapidement toute sa forme et ses aptitudes. Et l'équipe de France, il ne faut jamais sortir des schémas de jeu collectifs. Exactement. Eric, ton flop pour terminer? Alors moi c'est Montpellier, parce que je trouve que ils étaient annoncés comme quand même finir premier ou deuxième de poule. Montpellier, dont l'entraîneur est Verne Cotter, on va le rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant. Rien ne dit qu'ils ne termineront pas premier ou deuxième. Et Montpellier, du coup, ils avaient vu le match la semaine d'avant. Newcastle avait été à Toulon, gagné à Toulon, et ils se sont fait piéger. Donc du coup, c'est vrai que attention à Newcastle et à Édimbourg, qui vont sûrement finir premier et deuxième de poule. Mais je rejoins Valérie, je pense qu'elle n'est pas finie cette poule. Là, à mon avis, il peut encore se passer beaucoup. Édimbourg, c'est un bon client. Oui, c'est un bon client. Les Écossais. Mais Montpellier a quand même gagné chez lui et pris un point dehors. Donc, allez, les pronostics sont lancés. Ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, place au quiz. Comme d'habitude, c'est l'heure de jouer. Le principe est très simple, vous devez deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale joueur étranger. Jeff, tu as un truc à dire? Non, j'ai Christophe Bureau dans l'oreillette. D'accord, parfait. Voilà, donc normalement, tu gagnes là. Alors, on commence. Je suis né le 4 janvier 1979. J'évolue au poste de demi d'ouverture ou de 3/4 centre. Je mesure 1m87 et j'ai posé mes valises en Auvergne. En 2006, j'ai disputé 4 saisons sous le maillot de l'ASM avant de prendre la direction de Castres. Je compte une 50aine de sélections en équipe nationale des Fidji. C'est Réma Yabaï. Bonne réponse pour Fred, effectivement. C'est Réma Yabaï. Deuxième joueur à trouver. Je suis né le 11 novembre 1982. J'évolue au poste de 3/4 centre. Je mesure 1m81 et j'ai fait mes débuts à Clermont en 2005. J'ai disputé 7 saisons sous le maillot jaune et bleu avant de prendre la direction du Stade Rochelet. Je compte 86 sélections en équipe d'Italie. Je suis Gonzalo Canale. La demi-finale contre Toulon, pour Fred. Pour Jeff, pardon. Et un point aussi pour Fred. Troisième joueur à trouver. Je suis né le 10 juillet 1979. J'évolue au poste de 3/4 centre. Je mesure 1m91. Je suis arrivé à Clermont en 2007. Non, je suis resté en Auvergne 4 ans avant de repartir dans mon pays natal, l'Afrique du Sud. Mon prénom sent bon le sud de la France. Je suis Marius Joubert. Un point pour Valérie. Rappelons que le vainqueur doit obtenir 2 points. Je crois que le vainqueur se faisait payer le café. Oui, aussi. Ça fait 3 semaines que personne ne me paye le café. Moi, je veux dire, alors là, je suis désolé, mais ça c'est pour la semaine dernière. C'est une cafetière, vous pouvez m'emmener là. Quatrième joueur. Alors, je suis né le 15 mai 1989. J'évolue au poste d'arrière. Je peux aussi dépanner au centre. Je mesure 1m76. J'ai fait mes débuts à l'ASM en 2009, où j'ai passé 3 saisons avant de rejoindre lui aussi le Stade Rochelet. Je compte une vingtaine de sélections avec l'équipe nationale des Fidji. Je suis Kini Muri Valou. Ça a marché le coup de l'oreillette. Visiblement, Christophe Buron a été d'une grande aide sur ce coup-là. Voilà. Salut d'ailleurs, il n'était pas avec nous aujourd'hui, c'est pour ça que je gagne. Oui, il sera là très bientôt. En tout cas, l'épisode 7 du podcast Ici Montferrand est maintenant terminé. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais je l'espère constructives sur notre page Facebook, notre compte Twitter @Montferrand ici, notre compte Instagram ici Montferrand !! et sur notre chaîne YouTube. Merci messieurs, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao. Au revoir, merci. Au revoir.